C'est ça que je suis en train de regarder. À côté de l'équipe, il y a du monde de haut. Ouais, je vois. En plus, il y en a qui connaissent. Ça, comme ça, je ne savais pas, parce que ça marche, je ne sais pas passer, ça ne va pas bien. Non, c'est donc je n'arrive pas à me connecter. Ah, au Wi-Fi. Non, ça, mais Oui, ça. c'est pas bien. Ah, ça. On n'a pas avec Teams. C'est peut-être moi qui n'y arrive pas, mais. Et il y a des gens qui y sont. Ah, bah, ça va. Oui, Oui, on voit la caméra. On a vu sur. En fait, qu'il faut parler parce que la caméra. Et chez toi. Non. C'est bon. Il faut pouvoir voir la caméra aussi. Normalement, on doit pouvoir voir le gueux. Hein. Oui, mais je ne la vois pas pour le moment. Elle est peut-être là, mais elle est allumée, la caméra. Il disait qu'elle était déconnectée. Non, elle ne fonctionne pas encore. Regarde un peu maintenant. Voilà. Pas encore. Pas encore. Merci. Non, ça dépend tout. T'as testé avec quoi? Oui, sur mon écran, je peux voir ma caméra, quoi. Ah. C'est bizarre. Oui, non. Bonjour à tous, je propose de démarrer. Bienvenue à cette deuxième conférence CERES de l'année académique et 354e changement
depuis le tout début. Alors, pour ceux d'entre vous qui sont habitués aux conférences CERED, vous savez qu'en début de chaque conférence, on a pris l'habitude de présenter les travaux de recherche d'un de nos doctorants. Alors, si vous êtes vraiment très habitué du CERED, vous avez peut-être aussi remarqué qu'on fait une exception chaque année, et ce sera le cas aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, on va présenter les travaux du lauréat du prix Naniwa du CERED. Donc, ce prix, en fait, récompense le travail d'un étudiant pour son travail de fin d'études. Donc, a fait un travail de fin d'études du Master ingénieur civil des constructions de l'Université de Liège. Et cette année, le lauréat est Glenn Ernens. Je propose déjà de le féliciter. Alors, je l'invite à présenter en quelques minutes le sujet de son travail de fin d'études. Voilà, écoutez à tous. I hope it's not a problem for you that I'm speaking in English. So my name is Glenn Ernens, and last year in June, I handed in my master thesis, which was titled Crack-Based Evaluation of Deep Concrete Members Reinforced with FRP Bars. So I think that everybody of you knows what D-beams are. They are elements which have a very low A/D ratio, which means that they can transfer very loads. But in some cases, it may be interesting to replace steel reinforcement with FRP reinforcement. FRP stands for fiber reinforced polymers. And that is the case because those FRP bars, they have some benefits because they're non-corrosive, they have a high tensile strength, and they're also non-magnetic, which can be useful in environments like hospitals. But from the other end, they also have some drawbacks. FRP reinforcement has a lower stiffness and a lower bond in comparison to steel, and they exhibit a brittle failure, which means that FRP reinforcement cannot yield. So in the first stage of my master thesis, I did some analysis on some tests performed on FRP reinforced D-beams, and that's where I saw that those D-beams are not always behaving exactly the same like steel reinforced D-beams. In fact, they have three different possible failure modes. The first failure mode can be due to diagonal crushing in the critical loading zone. So in fact, in those D-beams, the diagonal shear crack is formed. And in the second stage, there are very high compressive forces here in the upper zone, where concrete will spoil off and eventually it will lead to failure. This failure mode is also happening in conventional steel reinforced D-beams. So it's a very classical failure mode. The second failure mode is cracking of the critical loading zone, which means that there is a more S-shaped form crack. And here in the upper zone, we will see the formation of an almost vertical crack, which is due to the fact that the tensile strength of concrete has been reached. And then the third failure mode is what we call shear-induced flexural crushing. So once more, we see this diagonal shear crack, but now the crack doesn't continue until the loading plate, but it will penetrate under the loading plate almost horizontally. And due to this, some very high compressive stresses will be formed, and this will also eventually lead to failure. Now, as I said, only the first failure mode is a failure mode that we know. So I took a model which was made for steel reinforced D-beams, made for this first failure mode, and I adapted this model in order to take into account the behavior and the characteristics of FRP reinforcement. The workflow of the model looks as follows. So we can just take a picture of a certain D-beam, and then we will digitize the crack as we see here. Now, based on the crack, we can in fact directly determine the shear capacity of such a D-beam. This is the case because shear capacity, if we simplify it very much, is derived from two different shear contributions. The first one is one along the shear crack, which we call VCI. The second one is here in the upper zone, which we call VCLZ. So only based on those two shear contributions, we can determine the shear capacity. How do we do this? We use three different degrees of freedom. The first one, this degree of freedom, is the strain in the bottom reinforcements. This is the degree of freedom which we call
the control parameter. So we will let this vary from 0 until failure. And for every incremental value, we can define other 2 degrees of freedom, which are a vertical and a horizontal displacement here in the upper zone. So this means that with this model, we determine a full shear force displacement response. And together with this, we also get a full load deflection, load strain, and load correct displacement response. Now, for the second failure mode, which is what we call a new failure mode, I developed a very simple model, which is based on first principles. I will just verify at every inclined section whether or not the tensile stress of concrete has been reached. If this is the case, the tensile vertical crack can be formed. Otherwise, it will not be the case. But it has to be said that this failure mode, in fact, normally cannot happen if we provide enough top reinforcement. But for some reason, which I don't know, the tensile reinforcement, the top reinforcement was not present in the test cases that I analyzed. But so this failure mode was not that important. However, the third failure mode, which we call shear induced fractional crushing, is the most important one because this failure mode was happening almost every time in those FRP reinforced D-beams. So in the first stage, the diagonal shear crack was developing. We would still have elastic stress distribution. But at a certain moment, as we see here, the crack penetrates under the loading plate. We go from an elastic to plastic stress distribution. Now the question was, where does this crack penetrate, at which depth? And after some analysis, I found out that there is a relationship between all those specimens which failed following this third failure mode. So in fact, the depth of the first section can be determined based on geometrical and material parameters, which we know in advance, because A over D is the shear span to depth ratio, is a geometrical parameter. And then we have the effective compressive strength or resistance of concrete, which is also known in advance. So by this, we can determine the depth of the crushed section. And afterwards, we can derive the compressive force and also the shear capacity of this D-beam. Now, I think it's clear that I have 3 different models. I need to assemble them together. That's what we call the framework crack-based 2PKT. So in fact, I will use the model for the first failure mode, which will give me the full response, which is shown here in black. And then I will use the minimum of the 3 failure modes to cut off the graph. And this failure mode will be governing. So in this example, it will be cracking of the critical loading zone, which will happen in a specimen. Now, just to show you some results from one specimen that I analyzed, those results look like this. At the upper right, we see a full load deflection response. In red is the experimental response, and black is the predicted response. I think it's clear that the predictions are very accurate, both in terms of full response, so during the load stage, and also of final values. As we can see here, the final load capacity and also the final deflections. It's exactly the same case for the legends are not clear, but here at the bottom is the strain in the bottom reinforcement, which is very accurately predicted. And here at the right side are the vertical and horizontal displacement of the crack, which are also very accurately predicted. Now, I did this for 16 different specimens, and in almost every case, the model was predicting the right failure mode. And furthermore, the model had a 1.06 of experimental to predicted shear capacity with a coefficient of variation of only 8.5%. Maybe these numbers don't tell you that much, but it means that the results were quite accurate. So just to give you a resume of what I did during my thesis, I developed a model which was able to predict the failure modes, the shear capacity, and also mechanisms, and some global and local deformations of an element, only based on a crack. And this has been done for FRP reinforced D-beams, which are type of D-beams which don't always act
like conventional steel reinforced DBs. Yes, for the presentation. So if you have questions for Glenn, maybe you can ask him during the drink. Je peux... On est parti sur la lancée. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à Glenn durant le drink. On va enchaîner directement avec la conférence d'aujourd'hui. Je vais lui dire quelques mots à propos de l'orateur d'aujourd'hui, donc M. Sébastien Serret. Donc, il a été diplômé ingénieur civil des constructions de l'Université de Liège en 1994. 2 ans plus tard, en 1996, il a rejoint le bureau d'études Grège. En 2008, il est devenu responsable de la cellule structure métallique, toujours dans le même bureau, membre associé en 2010, et puis depuis 2020, il a intégré le conseil d'administration. Alors, il m'a fourni une liste des ouvrages sur lesquels il a travaillé. Je ne vais pas la parcourir en entier parce que ça prendrait toute la durée de la conférence. Juste mentionner qu'il a travaillé sur beaucoup de types de structures différentes, notamment sur des ponts et des viaducs ferroviaires et autoroutiers, donc notamment le viaduc de Millau. Il a également travaillé sur de nombreux bâtiments administratifs au public, dont l'hôtel de ville de Montpellier, l'hôpital Zeno à Knock, l'hôpital Marie Curie à Charleroi et le bâtiment de la Fondation Louis Vuitton à Paris. Également sur de nombreux bâtiments industriels et bureaux pour des entreprises, donc des usines, notamment l'usine Stegal à Ivo-Ramel, l'usine Duferco à la Louvière. Également, plus récemment, pour le Legia Park. Donc, le Legia Park, c'est un ensemble de bâtiments pour des entreprises dans le domaine de la santé qui sont situés en face de la clinique du Mont-Légia. Il a également travaillé donc, sur de nombreux bâtiments pour des entreprises en Belgique ainsi qu'à l'étranger, et également sur des tours, 2 tours de 200 mètres à 300 mètres à Doha et une tour à Abidjan. Alors, si on s'écarte un petit peu des bâtiments classiques, il a travaillé également sur des gares ferroviaires, donc la gare des Limains, la nouvelle gare ferroviaire à Riga, en Lettonie, ainsi qu'une gare de métro en Arabie Saoudite. Également sur plusieurs stades sportifs. Donc, il y a eu notamment le grand stade de Lille Métropole, le stade Vélodrome à Marseille, Et également, il a concouru pour 2 stades de foot au Qatar, donc qui sont purement d'actualité. Et alors, j'avais noté également des structures un petit peu moins classiques, notamment contribuer au design d'une attraction à Walibi, pour ceux qui veulent savoir laquelle, Mountain Glide. Quand on voit l'image, on voit bien qu'effectivement, quelques calculs sont nécessaires pour être sûr que ça résiste. Et j'avais noté aussi dans les structures un petit peu moins courantes des sculptures métalliques de l'artiste Bernard Venet, notamment l'arc majeur qui est sur l'autoroute 411. Mais aujourd'hui, il va nous parler d'un autre de ses projets, qui est le siège du bâtiment Le Monde à Paris. Et je lui cède la parole. Merci, Monsieur Duché. Je vais vous parler aujourd'hui de ce bâtiment, le nouveau siège. Le nouveau siège donc, du journal Le Monde à Paris. On va d'abord vous dire que, comme vous en doutez, c'est un travail d'équipe. Voilà les personnes qui ont travaillé au bureau Grèche principalement sur ce projet. On est plus ou moins à plus de 5000 heures de travail. Je tiens déjà à remercier Corentin et Joachim, sans qui la présentation ne serait pas ce qu'elle est. Donc, ils ont vraiment beaucoup contribué à celle-ci. Alors, je vais vous présenter simplement le projet. Donc, ce projet donc, a été conçu pour la Société éditrice du Monde et c'est également financé par les banques populaires, par la Banque populaire. L'architecte, c'est l'architecte norvégien, Snøhetta, et les bureaux d'études qui ont conçu la structure avant que ce soit remis entre les mains
de l'entreprise, c'est le bureau d'études Kefren pour la structure et Arcora pour les techniques spéciales. Les entreprises qui nous ont mandaté, c'est Eiffage, Eiffage Métal et Eiffage Génie Civil, ainsi que leur filiale Goyer pour les façades. Donc, ce bâtiment, en fait, il se situe vraiment dans le quartier de la gare d'Austerlitz, donc entre la Seine et les voies. C'est le premier bâtiment qui jouxte vraiment la gare. Il est vraiment coincé entre une nouvelle route, l'avenue Mendès-France, qui n'existait pas encore il y a une vingtaine d'années, et les voies. On voit le bâtiment tel qu'il est aujourd'hui. Donc, vous voyez la Seine, la gare d'Austerlitz, les voies, et le bâtiment est vraiment tout à fait en bordure de voies. On voit de l'autre côté ici l'avenue Mendès-France qui la longe complètement. Et donc, le contexte du chantier était particulièrement délicat pour Eiffage. Ils avaient très peu de place pour installer leur base vie de chantier, également toute leur grue de montage. Donc, en l'occurrence, ici, ils n'ont quasiment pas pu faire de préfabrication. On a monté tout barre à bas. Donc, le bâtiment, ben, voilà, c'est un bâtiment qui fait 135 mètres de long, 35 mètres de haut et 45 mètres de large. C'est un R+7, donc il y a 7 étages. Il y a 5200 tonnes d'acier qui le constituent, 23 000 m² de plancher mixte, à peu près 10 000 m² de façade, mais je ne vous en parlerai pas trop des façades, ce n'était pas vraiment dans notre sujet. Donc, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce bâtiment? En fait, il y a 2 poutres treillis qui constituent un bâtiment pour 2 poutres treillis de 80 mètres de portée et de 15 mètres de haut. Et le statut est complètement métallique. Par contre, il y a un fonctionnement mixte béton-charpente pour les planchers pour assurer la stabilité du bâtiment. Comment est-ce qu'on a nommé dans tout le reste de la présentation les structures? Ben, comme c'est un bâtiment en point, on a la structure de franchissement, donc vraiment les 2 grandes poutres treillis de 80 mètres, la pile sud et la pile nord, la pile sud constituant plutôt le point fixe de toute la structure. Point fixe aussi. Donc, c'est Eiffage qui a remporté le marché et qui a entamé les études d'exécution complètement en interne. Donc, toutes les études détaillées de toutes les structures métalliques et mixtes sont faites par le bureau d'études de Eiffage. Ils vérifient toutes les sections, ils font tous les assemblages, ils vérifient les planchers mixtes, ils étudient les façades. Ils nous ont demandé d'intervenir pour revérifier les descentes de charge, et en particulier les descentes de charge sur les tabliers existants. Je vais expliquer de quoi il s'agit. Vérifier également le comportement global de la structure, déterminer les contre-flèches, vérifier les nœuds du treillis. On a des treillis qui ont des nœuds avec des grosses charges, et également étudier le montage de celle-ci et l'influence du montage sur le déformement. Donc, les tabliers existants, ne pas s'agiter. En fait, je vous ai montré donc, le nouveau bâtiment vraiment situé entre la Seine. Il y a une nouvelle voirie, l'avenue Pierre Mendès-France, et on a la gare d'Austerlitz qui est ici avec les voies. Ça, c'est la situation satellite qu'on a aujourd'hui. Mais il y a 20 ans, en 2001, vous voyez qu'il n'y a rien du tout. Il n'y a aucun bâtiment dans le quartier, il n'y a pas encore de voirie, on a 3 voies là-bas qui ne sont plus affectées, qui vont être complètement remplies. Donc, que se passe-t-il dans les années suivantes? La mairie de Paris décide d'élargir ce quartier, enfin de créer un nouveau quartier là-bas, en venant remblayer certaines voies, comme je vous l'ai dit. Donc, vous avez des photos ici en 2002, on commence à remblayer les voies. Là-bas, en 2004, on a déjà des couvertures de voies qui apparaissent. Ici, dans la zone qui nous intéresse pour notre bâtiment, on voit également qu'on a des structures qui apparaissent. Continue l'historique. Là. Ici, on voyait des colonnes qui apparaissent. Et à partir de 2014, on a des tabliers métalliques mixtes qui apparaissent pour pouvoir venir construire le bâtiment. Les photos suivantes, c'est déjà la structure du chantier qui apparaît en 2017, 2018 et 2020. Donc, ces tabliers existants, en fait, donc là, les voies qui sont remplies sont vraiment des couvertures. Il y a des voies ici remplies complètement, et ici, ce sont des voies qui vont être réaffectées, qui vont revenir. Donc, on couvre ces voies avec des colonnes, ce sont des colonnes métalliques qui sont enrobées de béton pour la protection des rêves, pour la protection au choc également. On a des poutres métalliques supérieures qui sont posées sur des appareils d'appui en tête de ces colonnes. Et on a une double dalle, donc une dalle supérieure sur laquelle pourra venir se poser les nouvelles structures et une dalle inférieure
pour assurer le comportement RF de l'ensemble et RF 3 heures sur cette structure. Ces structures ont été étudiées et imaginées. Donc voilà la zone qui nous intéresse pour notre bâtiment. On voit là-bas la gare d'Austerlitz et le bâtiment du Monde va venir s'inscrire vraiment sur cette surface de nouveaux tabliers de couverture de voie. Alors, ils ont été imaginés au départ pour avoir des fonctions différentes. On a un tablier, on va le nommer tablier 1, tablier 2, tablier 3. Simplement, ils sont séparés par des joies de dilatation. Ils ne sont pas capables tous de reprendre les mêmes charges. Notamment, le tablier 2 était même déclaré comme une zone non constructible, une zone pour laquelle il devait y avoir un parc. D'abord, vous avez des bacs à plomb, en fait, ce sont des bacs à plomb, plantés des arbres, différents éléments. On avait quand même une charge autorisée de 1 tonne par mètre carré sur ce tablier. Au niveau du tablier 1, il était prévu d'avoir un immeuble de grande hauteur, vraiment posé là, sur un socle complètement en béton, avec des colonnes en béton. Et on a un tablier métallique mixte à côté. On a un tablier 3 qui est un tablier plus standard pour un bâtiment plus gros, tout à fait. Donc, ce tablier 1, 2, 3. Par rapport à la structure de notre bâtiment, ben voilà comment ils sont utilisés. La pile nord va venir s'appuyer sur le tablier 1 et principalement sur la zone de l'immeuble de grande hauteur, la zone IGH. Le tablier 2 non constructible, ben on a prévu d'avoir un bâtiment pont et une poutre treillis pour ponter celui-ci. Et le tablier 3, il pourra reprendre les charges complètes de la pile sud. Donc, ce qui nous est demandé, en fait, c'est puisque ces tabliers avaient été imaginés au départ pour des bâtiments qui n'étaient pas ceux-là, donc ils avaient imaginé 2 bâtiments, un bâtiment de grande hauteur ici, un deuxième bâtiment là-bas. La descente de charges et les charges autorisées sur ces tabliers ne sont pas forcément les mêmes que ce qu'on va implanter aujourd'hui. Notre mission, la première mission, c'était de vérifier que ces tabliers étaient compatibles avec la nouvelle descente de charge de ce bâtiment. Donc, comment le bâtiment s'appuie-t-il? Donc, d'abord, le bâtiment, il fait avec donc là, le métal plus le béton, il fait 21 000 tonnes de charge permanente, plus tout l'habillage, etc. Et on doit encore prendre 9 000 tonnes de charge d'opération. Donc, on a 30 000 tonnes qui descendent des deux côtés du bâtiment pont. Il y a à peu près 37% sur la pile nord et 63% sur la pile sud. Et sur la pile nord, les principales charges viennent d'ailleurs s'appuyer sur les 4 poteaux au niveau de la zone 9 UVS. La conception donc, des études pro faites par le bureau Kefren reprenait une structure du bâtiment Le Monde avec des appuis fixes côté pile sud et des appuis glissants. Glissant, ça veut dire avec frottement, l'appui glissant a toujours un frottement. Côté pile nord, eux-mêmes posés sous les tabliers, tablier 1, tablier 3, donc tablier 2 n'est pas constructible, donc n'a pas d'appui, n'a pas de trait de charge venant du bâtiment. Eux-mêmes, les tabliers qui sont avec un système d'appui isostatique, donc avec des appuis également glissants, donc également les appuis avec frottement. Un appareil d'appui glissant avec frottement, ça a un comportement non linéaire. Le taux de frottement dépend de la charge verticale qui lui est appliquée. Donc, un système de ce type-là, c'est assez complexe à étudier. C'est ce qu'a tenté de faire le bureau Kefren en études pro et que nous avons tenté de simplifier par la suite en lecture. Donc, c'est complexe à étudier parce qu'on a le comportement non linéaire des appuis qui nous embête un petit peu parce qu'on va faire des calculs non linéaires, on ne peut pas faire de simples calculs linéaires et les combiner entre eux. Et donc, on a plutôt envisagé de remplacer les appuis glissants de la pile nord par les appuis fixes. Et pour ne pas avoir un bridage trop important de notre grand portique, de notre bâtiment pont, on a proposé de remplacer les 4 colonnes, puisqu'il y en a 2 à chaque axe, la poterie, par des biais. Des éléments avec un appareil d'appui en tête pour venir prendre des grandes charges du treillis, et également un appareil d'appui en pied. Ce fait, on a 2 rotules et on va générer forcément nettement moins de charge horizontale. Ce faisant, on est dans un système hyperstatique, certes, mais en tout cas, on a un meilleur comportement, c'est plus simple à étudier, et on peut faire des calculs linéaires, c'est plus sympa. Pour vous montrer un peu à quoi amener les études pro, donc la descente de charge du projet a mené
à cause des fortes charges sur ces deux appareils d'appui de l'immeuble IGH, au niveau de l'immeuble IGH, et le glissement, le frottement des appareils d'appui glissant, on avait jusqu'à 220 tonnes de charge horizontale générées. Et de l'autre côté, par réaction et en plus des autres charges, notamment les charges de vent, on avait 330 tonnes à reprendre dans les tabliers existants, charge horizontale. En venant mettre des bielles ici, ben on oublie tout ça, on oublie le bridage. Par contre, on a pris en compte l'inclinaison des bielles avec le mouvement de la poterie. Si on prend en compte l'inclinaison des bielles, on a encore 75 tonnes qui subsistent. L'équilibre va de l'autre côté. La différence, c'est les charges de vent. C'est la même différence qu'en haut. On a plus ou moins 100 tonnes de charges de vent qui doivent. Donc, on a finalement, en remplaçant ces appareils d'appui par des appareils d'appui fixes et en mettant des bielles, ben, on a quand même diminué fortement les charges horizontales dans les tabliers existants. Alors, on l'a quand même on devait quand même, puisque la descente de charge définitive n'était pas du tout la même que celle qui était envisagée au niveau des couvertures de voie, on a quand même dû revérifier et les poutres métalliques, les appareils d'appui, les colonnes, les fondations. L'ensemble du système de couverture de voie a dû être complètement revérifié et justifié par rapport aux nouvelles charges. Donc, on a dû faire des modélisations complètes du tablier 1, dont je vous parlais avec la zone immeuble IGH, une grosse zone en béton, des colonnes de béton, une grosse poutre de béton. Un système d'appui isostatique, donc un appui fixe ici, une ligne d'appui bloquée pour la direction sud-nord, une autre ligne d'appui bloquée pour la direction est-ouest. Toujours sur des appareils d'appui puissants, donc il y a du frottement dans tous ces appareils. Le tablier 3, ben, le même principe, un système de poutraison complet avec un système d'appui isostatique, donc un point fixe, un blocage pour la direction est-ouest, et ici une ligne de blocage également pour la direction sud-nord. Tous ces appareils d'appui, eux-mêmes, génèrent du frottement suite au mouvement qu'il peut y avoir dans les tabliers. Donc en fait, frottement pourquoi? Ben, si le tablier se déplace, par exemple, sous une charge horizontale amenée par notre bâtiment neuf, l'appareil d'appui lui est soumis à une charge verticale. Il va résister il y a du frottement qui résiste dans cet appareil d'appui glissant. Le frottement est directement en fonction de la charge verticale. Si notre charge horizontale est inférieure à la charge de frottement potentiel, il n'y a pas de glissement. Le tablier ne bouge pas si ce n'est la flexion de la colonne. Si la force horizontale est supérieure à la force de frottement, le tablier se déplace. Le frottement est généré également, donc va solliciter la colonne. Donc, en résumé, la colonne elle est chargée toujours au maximum par la charge de frottement max de son appareil d'appui. Un appareil d'appui avec frottement, ce qui est aussi embêtant par rapport au comportement non linéaire, c'est le phasage. Si on imagine ici un appareil d'appui, enfin un exemple simplifié, ici on a un appareil d'appui glissant dont le frottement maximum est de 3 tonnes. Si je prends en compte le phasage, je charge avec 8 tonnes. A priori, ça voudrait se répartir 4 tonnes, 4 tonnes. Or, mon appareil d'appui ici, il va glisser dès qu'on dépasse 3 tonnes. Au final, je vais générer dans mes colonnes, dans mes appuis définitifs, 3 tonnes en bas de mes colonnes et 5 tonnes à gauche. Si je viens ensuite, dans un second temps, le solliciter par 4 tonnes dans l'autre sens, ça veut dire donc ma charge de 8 tonnes diminue, elle devient 4 tonnes. Cet appareil d'appui ici, donc la charge de 4 tonnes, pareil, va se répartir 2 tonnes, 2 tonnes. Les 2 tonnes de cette charge-ci vont être inférieures à la charge de 3 tonnes du glissement. Donc, je vais diminuer mon 3 tonnes initial de 2 tonnes, ça fait 1 tonne. Et mon 5 tonnes initial de 2 tonnes, ça fait 3 tonnes. Donc, avec l'historique du chargement et un comportement non linéaire de l'appareil d'appui glissant, pour une charge finale de 4 tonnes, je trouve avec 3 tonnes à gauche et 1 tonne à droite. Si j'avais fait un calcul directement linéaire, en prenant en compte la charge résultante, mon 4 tonnes se sépare en 2 tonnes et 2 tonnes. Le 2 tonnes est inférieur à ma charge de frottement maximum, donc j'aurais eu 2 tonnes de chaque côté. Tout ça pour dire donc que le comportement non linéaire dans l'appareil d'appui nous oblige à prendre du phasage. Et c'est ce qu'on veut. Donc, qu'est-ce qu'on va faire du coup? Alors d'abord, les études pro donc, ont montré que de toute façon, même avec n'importe quelle variation de température, on arrivait à dépasser les charges
de frottement maximum des appareils d'appui des tabliers existants. Donc, le palier était systématiquement atteint. Donc, dans tous les cas, ce glissement allait apparaître. Les études ont également montré, donc avec cette étude non linéaire complète, il y allait avoir besoin de faire des renforts au tablier 1 pour 4 appareils d'appui. Sur le tablier 1, ils ont 4 éléments qui ne passent pas, soit les appuis, soit l'interface acier et béton. Donc, ils avaient imaginé dans leur cahier des charges de venir rajouter des éléments métalliques soudés dans les tabliers pour ponter les appareils d'appui ou les soulager. C'est une série de renforcements qui était prévue. Au niveau du tablier 3, il n'y avait a priori rien à faire. Donc, avec les études d'exé, comme je vous l'ai dit, donc on avait un comportement non linéaire des appareils d'appui sur les tabliers. Ils ont donc un coefficient de frottement qui évolue en fonction de leur charge. On a également dans les normes une notion d'effet de groupe d'appareils d'appui. Plus il y a d'appareils d'appui qui interviennent dans un équilibre d'un élément, moins on compte de frottement à plein pied. Donc, pour le tablier 1, ça nous a amené à dire que le frottement maximum pouvait être de 5%, minimum de 0%. Pour le tablier 3, un frottement maximum de 2,6% et de 0,15%. Ces frottements étant en fait à prendre en compte quand ils sont défavorables ou favorables. Si le frottement est défavorable, on le prend au maximum. S'il est favorable, on ne le prend pas. Donc, on a décidé de définir des configurations enveloppes qui nous permettraient non pas de faire des calculs linéaires, mais de faire des calculs linéaires en se mettant dans des conditions les plus défavorables possibles. On peut considérer par exemple que le frottement est maximum ou non et minimum ou sud, etc. L'inverse, également est-ouest, et également de prendre en compte pas de frottement du tout sur aucun des appareils. Illustration de cette configuration. Si j'envisage ici la configuration 1, donc le frottement défavorable au nord, par contre, je mets des grosses charges en fonction de la charge verticale que j'ai sur mon appareil d'appui au nord, et au sud, je mets des petites charges. Ça, c'est pour la zone d'appui du tablier 1. Pour la zone d'appui du tablier 3, le minimum est de 0, donc on met uniquement des charges du côté défavorable. Ces scénarios nous permettent d'étudier uniquement ces 5 configurations, toutes les descentes de charge amenées par le bâtiment neuf, et de vérifier nos structures, donc comme je l'ai montré avant, sur les tabliers, les colonnes, les appareils. Les descentes de charge n'étaient en effet pas identiques à la descente de charge des études initiales des tabliers. Donc ici, vous avez les ratios en termes de charge horizontale entre ce qui avait été imaginé avant d'avoir un bâtiment en pont et avec ce bâtiment. On voit qu'on a des gros dépassements de charge horizontale, plutôt en X, plutôt longitudinal qu'en transversal, mais également en transversal. Après vérification de tous les calculs organiques des tabliers, des poutres, des appareils d'appui, on a quand même dû faire un remplacement uniquement au niveau d'un seul appui. De l'appui D4 sur le tablier 1. Ça, c'était pour le tablier 1. Le tablier 3, moins de problème, un tout petit peu de charge horizontale supérieure par rapport aux études de projet des tabliers. Et après avoir vérifié tous les éléments, également uniquement un appareil d'appui à remplacer. Donc, plutôt que de faire les remplacements, les renforts qui étaient prévus aux études de projet, avec des structures métalliques à venir souder dans le tablier, à venir pomper, etc., on s'en est sorti uniquement en remplaçant les appareils d'appui. Pas de soudure, pas d'éléments à descendre en dessous. On a dans les tabliers métalliques sous le bâtiment pont, donc on a là dans l'inférieur, on est sur un appui de colonne. Là, vous avez les trappes d'accès pour rentrer dans cette zone, plus ou moins 1,50 m ou 80 pour descendre avec grand. Et on vient remplacer l'appareil d'appui. Au lieu d'avoir 4 zones à renforcer, uniquement 2 appareils d'appui. Surtout avec ça, en faisant un calcul plus simple. Vous parlez maintenant de notre deuxième partie de mission, qui était la définition des contreflèches et des équipes de montage. Donc, pour la procédure de montage qui nous a été demandé de regarder, FH ne souhaitait pas mettre de contreflèche transversale aux structures, uniquement une contreflèche verticale à la structure de franchissement.
la grande poutre treillis. Donc, l'étude de montage consiste en fait à monter les piles tout à fait droites, normales, et monter la structure de franchissement sur des paliers provisoires en respectant la charge maximum d'une tonne par mètre carré sur le tablier 2. Une fois qu'on a fait ceci, puisqu'on n'a pas mis de contre-flèche à nos piles, notre poutre treillis, quand elle va fléchir, eh bien, elle va allonger sa membrure inférieure. Donc, la contre-flèche de la membrure inférieure de la poutre treillis est une contre-flèche de raccourcissement. Donc, le point fixe qui était sur le tablier 3 au-dessus était connecté. Donc, une fois qu'on a monté le plancher de Ré plus 3, on est venu tirer sur la pile pour connecter celle-ci. On a continué ensuite à monter la structure de franchissement barre en barre, les colonnes, les diagonales, la membrure supérieure. La membrure supérieure, bon, là, les éléments ne sont pas connectés. Hein. Pour les connecter, on a également besoin de venir faire un réglage, puisque celle-ci va se raccourcir quand le bâtiment va se mettre en place. On a dû la repousser les piles nord et sud pour venir connecter les barres de la membrure supérieure. Ensuite, on déverrouille tout simplement. Donc, on a un point fixe qui est à ce point-là. C'est plutôt ce point-ci qui bouge. Celui-ci rentre un petit peu. Celui-là revient également. Donc, ici, on voit qu'on a libéré complètement les palais provisoires. On a toujours la partie basse des palais, que le bâtiment étant en Ré plus 7, la structure de franchissement, le treillis étant entre le Ré plus 3 et le Ré plus 7. Il y a encore le Ré plus 2 et le Ré plus 1 qui, eux, sont montés toujours sur ces palais provisoires. Sont installés là-bas. Et une fois que la structure est complètement déverrouillée, on vient les suspendre. On vient les raccrocher, les suspendre, et on peut enlever les palais provisoires et on peut continuer à bétonner la structure de franchissement. Donc voilà à quoi ça ressemble. Hein. Donc là, on a le montage et le montage de la membrure inférieure. Donc là, on reconnaît le chevalet et l'appui fixe au sud. Ça, c'est la membrure inférieure R plus 3. Là, on voit les planchers R plus 2, R plus 1 qui sont posés sur les palais provisoires. Là, le fameux réglage, ici, côté nord ou R plus 3. On vient tirer sur la pile pour la reconnecter. La connexion ici était faite par soudure, donc on a des efforts de connexion qui étaient de le tonnage. Une trentaine de tonnes, je dirais. Et donc ici, le réglage était relativement bien respecté. Donc le calcul théorique demandait qu'on rapproche les éléments de 40 à 50 mm. Au E4, on voit qu'il y a 20 mm de différence. On s'est rendu compte qu'en fait, simplement, la membrure E avait été posée 20 mm de décalage. En fait, le calcul était juste. Ensuite, on continue à monter la structure. Donc, on monte le treillis complet, donc les éléments verticaux, les diagonales, la partie de membrure supérieure sans les zones de connexion par rapport aux deux piles. La contre-flèche globale, c'est 144 mm. On a la contre-flèche pour là au centre, c'est 144 mm. Vous comptez 80 mètres, donc c'est plus ou moins 5 cm. Les réglages au R plus 7 pour venir donc, mettre la dernière barre, donc on a repoussé les piles. Donc là, par contre, autant ça a bien marché en inférieur au R plus 3. À l'axe 4, à l'axe 9.1, ici les réglages étaient plus ou moins tolérants. Donc on avait 36 mm théorique, 35 ont été repoussés, 34 à l'axe 42. Par contre, à l'axe 4, on n'a jamais eu l'explication finale. On n'a quasiment rien dû faire. On avait imaginé une dizaine de centimètres à repousser, mais ils ont dû pousser à peine 10 mm. On n'a jamais eu l'explication, donc on suppute que ces barres-là étaient trop longues. Mais on n'a jamais eu l'explication. On voit également, donc, avant de déverrouiller, donc, après le montage complet de la structure de franchissement, on a installé un contrebandement provisoire en membrure supérieure. Un contrebandement qui permettra de maintenir la membrure supérieure quand on va déverrouiller, puisque ces structures-là ne sont pas encore bétonnées, elles ne sont pas bétonnées pour respecter les descentes de charge sur le tablier 2 qui devait être limité, et également pour ne pas avoir d'effet dans le béton, ce qu'on va déterminer.
Donc, une fois qu'on a déverrouillé, on peut venir connecter le R+2 et le R+1 et on peut continuer on peut commencer, en fait, commencer le bétonnage de la structure de franchissement. Le bétonnage des piles a déjà été fait auparavant, mais pas encore sur la structure de franchissement. On parle un petit peu du comportement global. Un comportement global, pourquoi? Parce que jusqu'à présent, je vous ai parlé d'un comportement longitudinal. Donc, on a regardé la structure de franchissement qui avait des déplacements verticaux et des déplacements horizontaux par rapport aux piles. Par contre, ce qu'on n'avait pas imaginé, c'est qu'il y avait un comportement transversal qui était important. Vous voyez l'iceberg ici, le longis, on a bien maîtrisé. Le transversal, c'est une autre paire de manches. Transversal, pourquoi? En fait, parce qu'on a dans ce bâtiment une grande partie qui est en porte-à-faux. Donc, en tout cas, dans la structure de franchissement. Vous avez les deux poutres treillis qui sont dans la zone verte. Ça, c'est les éléments dont on a parlé tout à l'heure. Vous avez les piles, la pile sud, toute la zone orange, la pile nord, toute la zone bleue, et puis vous avez des zones en porte-à-faux, les zones rouges, qui sont parfois de 15 mètres de porte-à-faux, à peu près 15 mètres de longueur. Les parties jaunes qui seront suspendues a posteriori à le franchissement, et on a également sur la pile nord une zone violette qui est également en partie en porte-à-faux parce qu'on ne pouvait pas avoir d'appui. Dans cette zone-là, si vous vous rappelez, on a une zone de bâtiment IGH qui était prévue pour reprendre les grosses charges. Dans les appuis adjacents, on avait très peu de possibilités d'avoir des charges. Donc, en fait, ces zones-là sont également suspendues. Même s'il manque un poteau, ce n'est pas une erreur dans le modèle. Il n'y a effectivement pas de poteau là-bas. Et ici en dessous également. Il y a eu un poteau prévisoire qui a été installé pour le montage du chantier. En définitive, il a également été retiré. Donc, tout ceci est effectivement en porte-à-faux, donc à peu près la même portée que la structure de franchissement. Donc, quand on regarde ceci, ben, on voit donc, les éléments qui manquent. Je vais montrer qu'ils manquent aussi bien à stack de la cassette. Et on a à 4 axes, on a des braquons qui sont là pour venir reprendre les porte-à-faux les plus importants, donc un bracon, 2 bracons, 3 bracons, 4 bracons, 5 bracons. Dans les zones de porte-à-faux moins importants, c'est uniquement les poutres qui sont en porte-à-faux qui s'encastrent dans les poutres principales de la structure de franchissement. Alors, ces porte-à-faux, inévitablement, ils vont générer des forces horizontales importantes. Donc, ici, on a simplifié la structure. On a montré l'axe 3 qui reprend le porte-à-faux. On y en a une seconde, parce que j'ai inversé la vue est inversée. Ici, vous avez la pile sud et la pile nord. Dans les vues suivantes, c'est l'inverse, c'est la pile nord est à gauche, la pile sud est à droite. Donc, les porte-à-faux dont on parlait, maintenant, ils sont là au-dessus. Donc, on a un porte-à-faux là-bas, un deuxième, un troisième, un quatrième et un cinquième. Ces porte-à-faux, en fait, dans la structure, ils viennent ramener les charges horizontales dans les planchers. Ces planchers sont connectés entre eux par les différents éléments que vous voyez ici. On a un axe contrebanté à l'axe 3. On a des cages d'ascenseur qui sont complètement contrebantées dans la pile nord. Il y en a une ici et une là-bas. Une là et une là. On a des cages d'ascenseur dans la pile sud. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et on a les éléments qui transfèrent les charges des porte-à-faux au plancher. Le problème, c'est qu'à la pile sud, ces cages d'ascenseur se trouvent sur le tablier 3 et elles vont jusqu'au sol et elles sont bien connectées au sol. Ça veut dire qu'elles peuvent transférer des charges verticales au sol. Pour la pile nord, ce n'est pas le cas. Malheureusement, ceux-ci sont dans la zone du tablier 2. Donc, elles n'ont pas d'appui vertical au sol. Donc, un effort horizontal qui va être transmis à l'axe R+3, parce que c'est là que sont transmis les braquements. Donc, on sont sur l'axe R+3 et R+5. Eh bien, pour trouver son équilibre par rapport au R+5, il devra le faire en allant solliciter les planchers en flexion pour qu'eux-mêmes puissent venir s'appuyer sur des éléments contrebandés complètement, sur les cages d'ascenseur au sud et sur l'axe 3 au nord. On va faire un petit cheminement d'ailleurs de l'effort qui est amené à l'axe 4 par ce porte-à-faux. Donc, les charges de porte-à-faux transfèrent un couple d'effort horizontal. Et cet effort horizontal, pour être équilibré par un couple d'axes vertical, eh bien, on ne sait le faire qu'à l'axe 3. On ne sait pas le faire ailleurs. La chaque ici a trouvé son chemin jusqu'à l'axe 3.
On va le faire avec elle, on va l'aider. Hein. Donc, on a la charge qui va être introduite ici dans le bracon, une charge horizontale. Ici, on a repéré les différentes charges qui sont introduites par les différentes zones de porte-à-faux. On a vu qu'il y avait 4 zones de porte-à-faux principales qui introduisent une charge horizontale. Et on va suivre la charge qui est appliquée ici à l'axe, au niveau R plus 3 à l'axe 4. Donc, cet effort-là va arriver à s'équilibrer avec celui-ci. Il faut qu'il trouve un chemin pour remonter. D'abord, on va fléchir le plancher étroit. Pour le choix, on va fléchir le plancher étroit. En fléchissant le plancher étroit, ensuite, on va pouvoir venir, ce plancher lui-même va pouvoir se réappuyer soit sur les cages d'escalier à l'axe dans la pile sud, soit sur les cages d'escalier de la pile nord. Malheureusement, les cages d'escalier de la pile nord, comme on l'a vu, elles ne savent pas s'appuyer au sol, mais quand même, elles ne peuvent que reprendre appui sur les axes contreventés. L'axe contreventé, c'est l'axe 1 et l'axe 5. Pourquoi l'axe 1 et l'axe 5? Parce que c'est ceux qui sont contreventés par notre axe 3 de la pile. Les efforts qui sont introduits là-bas vont venir fléchir la cage d'escalier nord, qui elle-même prend un coup sur les planchers du R plus 1 et du R plus 2 et du R plus 5. Ce R plus 2 et ce R plus 5 est équilibré par un contrebandement à l'axe 3. Pour pour les cages à la pile sud, on n'a pas de problème. Ces cages de la pile sud sont directement appuyées au sol, donc elles savent jouer le rôle d'équilibre avec un combinateur. Donc ici, on va solliciter en flexion un plancher au R plus 5, un plancher au R plus 2. Le plancher au R plus 2, le problème, c'est un plancher suspendu, il a un jeu de dilatation. Il ne va pas être super efficace. D'ailleurs, pour confirmer tout ça, on a fait le cheminement de la charge. On a introduit une charge là de OR plus 3. Cette charge de R plus 3, on voit qu'elle va prendre appui. Donc, la charge de R plus 3, c'est la flexion du R plus 3. Le plancher R plus 3, c'est le plancher envers. On voit que nous a des ressauts au niveau des cages d'escalier, les cages d'escalier de la pile nord et les cages d'escalier de la pile sud. Au niveau de la pile sud, la cage d'escalier va également redescendre ses charges jusqu'au sol, passer par le R plus 2, principalement. Tandis que ici, la cage d'escalier de la pile nord, elle va prendre appui sur le R plus 2. Donc on voit ici que ces cages introduisent une grande force au R plus 2. Donc on a beaucoup de moments ici au plancher R plus 2, qui lui doit s'équilibrer jusqu'entre les cages d'escalier de la pile sud, en passant par un point nul qui est le jeu de dilatation. Ça, c'est des forces de R plus 2. L'autre équilibre de la cage d'escalier de la pile nord, c'est le plancher R plus 5. De la même façon, on voit un grand pic de moment R plus 5 qui va s'équilibrer dans les cages d'escalier de la pile sud. Donc, c'est bien le cheminement qu'on avait décrit. Plus force au R plus 3 pour arriver à s'auto-équilibrer. Voilà, vont s'appuyer sur les cages d'escalier de la pile nord qui elles-mêmes vont solliciter les planchers R plus 2 et R plus 5. Alors, le problème, c'est que ce cheminement, il est assez complexe. Il est complexe et pour que ça fonctionne, on doit faire travailler les planchers mixtes. Dans le cahier des charges, on peut lire que les diagonales, elles sont équilibrées par les structures horizontales qui reportent les efforts horizontaux sur les pales contreventement sans utiliser les planchers collaborants. Si on enlève les planchers collaborants, ça ne marche, il n'y a rien qui tient. Ça ne marche pas. Ça prend une pêche abominable. En plus, ces planchers collaborants, c'est des dalles de 13 cm, dont la partie pleine fait 7 cm. Les efforts localisés introduits par les bracons, c'est de l'ordre de 900 tonnes. Imaginez les efforts importants qu'on doit faire quantité par ces planchers de béton. Et comme je vous l'ai dit également, le cheminement étant assez complexe, la déformée latérale complète de la pile nord est beaucoup trop importante due à la flexibilité des cages d'ascenseur. Donc on a deux problèmes. Au niveau du béton, ça ne marche pas. Et la flèche transversale, ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce qu'on a proposé de faire? On s'est dit il faut qu'on joue sur la façon dont ces forces sont introduites, dont elles sont équilibrées dans les planchers. Donc ça, c'est le cheminement qu'il y a au niveau du projet aujourd'hui. Donc, on a un bracon entre le R plus 5 et le R plus 3. Et à l'axe 3, on a
Là, un contreventement complet, mais qui est tendu entre le R+5 et non pas le R+3, mais le R+2. Ça peut embêter. On va passer par ailleurs pour prendre ce point. Donc, logiquement, je dirais, on a proposé deux choses. Relever le bracon, c'est-à-dire qu'on double le bras de levier, on va diminuer la force horizontale par deux. D'autre part, de changer complètement le contreventement à l'axe 3 pour venir contreventer. Il manque une barre, en fait. Là, il y a une barre. Là, il y a la barre qui est là, en fait, on l'a remontée à ce point-ci. Donc, pour venir contreventer les mêmes planchers, le plancher R+3 et le plancher R+5. Ce faisant, on devra toujours venir fléchir un plancher, mais ils seront sans utiliser les cages d'escalier. On pourra directement venir s'appuyer aux bons endroits dans notre contreventement de la fumée. On va donc bien devoir fléchir quand même des planchers, mais on va fléchir justement le plancher du R+3 et du R+7, qui sont les planchers concernés par notre coup de treillis de l'ouvrage de franchissement. Là, on a les membrures principales de l'ouvrage de franchissement. Entre ces membrures principales de l'ouvrage de franchissement, on va utiliser la dalle béton. On a appelé dalle diamant. Je vais expliquer encore comment c'est cette dalle diamant. Ça veut dire qu'ici, on va avoir des poutres horizontales constituées des membrures métalliques de l'ouvrage de franchissement et d'un remplissage en béton. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On diminue les efforts horizontaux. On confine la flexion uniquement à deux planchers, le R+3 et le R+7. On arrête de faire ce cheminement compliqué qui passe par plein de planchers différents. On fait la transition directement vers la file 3 au nord, puisqu'on a contreventé correctement aux mêmes axes, et vers les cages d'ascenseur au sud, qui étaient déjà là avant dans l'autre situation, et eux seront redescendre la carte jusqu'au sol. Quand on fait l'équilibre du couple vertical jusqu'au sol. Au R+3, au R+7, on injecte quand même, c'est des endroits où on injecte, il y a une force importante, on a plus 900 tonnes, on en a un peu moins maintenant, mais n'empêche qu'on a quand même besoin, sur cette pile, à ces endroits-là, non pas de mettre un plancher collaborant de 7 cm, mais de mettre une dalle pleine. Et dans l'ouvrage de franchissement, on met une dalle qu'on appelle une dalle diamant sur plancher collaborant. Donc, je vous parle un peu maintenant du coup du comportement mixte de cette fameuse dalle diamant. Donc, comme je vous l'ai dit, au niveau des fils, là, on a un comportement mixte avec des dalles, soit plancher collaborant, soit dalle pleine si on a le R+3 ou R+7. Un comportement tout à fait standard, plancher mixte. Au R+3 ou R+7, dû aux grands efforts des porte-à-faux, on remet des dalles pleines. Là, jusqu'à une dalle de 15 cm, ici une dalle de 10 cm. Et donc maintenant, on peut vérifier que les contraintes sont nettement inférieures, enfin sont acceptables plutôt, ce qui n'était pas le cas avec le plancher collaborant de 7 cm et la charge horizontale qui était 2 fois plus importante. Pour pouvoir utiliser la soudure de franchissement sans utiliser le béton pour le comportement longitudinal, ça veut dire que jusqu'à présent, cette structure elle était dimensionnée pour une section verticale uniquement sur les raideurs de section métallique. Maintenant, on a besoin du béton également pour le comportement transversal. Pour ne pas devoir redimensionner ce béton, on n'est pas sûr que ça devrait marcher, et subir les déformations de la structure métallique, on a prévu des dalles qu'on a appelées des dalles diamants sur plancher collaborant. Donc la dalle diamant, c'est quoi? En fait, c'est une dalle qui va uniquement faire le remplissage, qui sera connectée aux membrures, non pas dans les angles, ne va pas générer des compressions et des biais dans les angles, uniquement au niveau des éléments, au milieu des éléments, et en laissant chaque fois un déplacement. Quand ceci se raccourcit, ici on a du 2, du 2, du 2, du 2. Donc ça veut dire qu'on a un fonctionnement comme ceci. La dalle, le losange ici, ce sont les biais de la dalle diamant, ce qui va transférer les charges horizontales qui vont venir se remettre en effort rasant dans les membrures. L'élément de ceci, ce n'est pas un mécanisme, puisqu'évidemment, il y a du béton au milieu. Donc, ce qui est symbolisé ici par des flèches pointillées jaunes, simplement, c'est la compression du béton qui empêche que le système soit un mécanisme. Donc, la dalle diamant joue bien le rôle de l'effet diaphragme d'une flexion transversale avec des membrures métalliques. On a du jeu chaque fois par rapport à cette dalle sur ses 4 côtés, on a du jeu. On a un pion de blocage. Un pion de blocage qui permet de transférer l'effort transversal qui trouve bien ici dans le même généré
de l'effort de cette connexion. Évidemment, cette dalle sur plancher collaborant, elle est bien tenue et posée sur des solides, des poutres métalliques. Ces poutres métalliques, pour rester cohérents avec la libération du mouvement, on a donc prévu qu'elles aient des assemblages avec boutonnières. Donc, les éléments ici peuvent coulisser. Le métal qui est ici, toute la dalle peut coulisser par rapport à la membrure principale de l'ouvrage de franchissement. Ce faisant, donc on n'a aucune raideur axiale, je dirais, de la dalle de franchissement, donc elle ne participe pas à la flexion verticale de la poutrine. Donc, cette dalle diamant, c'est quelque chose qu'on a proposé à FH dans ce concept-là, que je viens de décrire, avec des libérations d'efforts. Le dimensionnement a été fait complètement par le bureau d'études FH. Tous les croquis que vous voyez là-bas sont les croquis qui ont été faits par FH. Il fallait non seulement faire le calcul des bielles, de transfert du comportement transversal dû au porte-à-faux, mais il faut également assurer le comportement mixte des solides de remplissage et également penser à tout le calfeutrement RF de ces éléments. Donc on voit un profil métallique, soit le profil, la poutre transversale progressif, en même temps que la poutre transversale, on voit que les bacs, les solides portant comme ceci, les bacs de quartier collaborant viennent taper directement contre la poutre transversale, on voit les profils ici. Et c'est le contraire sur la poutre principale. La poutre principale, ben là, on a bien les solides qui viennent et le bac vient affleurer la poutre principale. Il y a donc un élément porteur pour venir faire la phase de bétonnage, également du calfeutrement. Donc, les fameux pions de blocage, les éléments qui transfèrent les efforts transversaux en un seul point, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Il y a une plaque métallique avec un pion qui elle-même est boulonné dans la dalle sur le plancher collaborant. Il n'est pas impossible que dans la zone locale, ce ne soit pas un plancher collaborant, mais partie d'un cœur. C'est comme ça. Et par contre, l'élément, lui, qui vient assurer les blocages avec du E, c'est un élément qui est soudé a posteriori, qu'on vient souder sur la semelle de la membrure, qui permet le glissement dans la direction longitudinale sur les poutres transversales, de la direction transversale sur les poutres longitudinales, et par contre qui connecte l'autre direction. Ça ressemble à ça, c'est des pièces qui ont été installées partout. C'est comme l'ouvrage de franchissement constitué de 5 planchers, cette dalle a été installée à chaque plancher. On en a besoin effectivement au plancher R+3 et R+7. On a fait la même chose au plancher R+4, 5, 6. Donc ça ressemble à ça. Vous voyez, je pense qu'il y a une zone quand même de couleur dans la plaine là-bas, c'est pas possible. Donc on a le fameux pion, les éléments ressoudés après sur la poutre transversale ici. Et donc on a le nœud de libération des efforts. Il y a également du nœud qu'on ne sait pas voir en dessous de la semelle. Ça, c'est sur les poutres. Donc là, on a parlé du comportement longitudinal et transversal de ce bâtiment. Vous avez vu au début que EFA nous avait également confié la mission d'étude des nœuds. Les nœuds, je ne vais pas en parler. Je vais juste vous mentionner quelques ordres de grandeur. Donc, les nœuds sont faits par le assemblage par broche au niveau des diagonales du treillis. On a quand même des grandes forces qui passent par là. On a jusque 6 Newton à transiter dans la dernière diagonale ici. Les axes qui rentrent dans ces chapes sont des axes de diamètre 160 à 350, acier de qualité, M805 PA. Les épaisseurs des tôles en acier 760 sont des épaisseurs de 40 mm pour les épaisseurs des tôles, donc les oreilles, pour les montants ici qui ne sont pas très chargés. Et pour les diagonales chargées, on monte jusqu'à 140 mm, avec même parfois des renforts locaux pour la pression diamétrale de l'axe. Donc ça ressemble à une pièce complexe ici qui prend à la fois une verticale, une diagonale. Ça, c'est l'oreille d'un braquet. Quand on fait comme spécial, vu les grosses épaisseurs de tôle et les poutres qui étaient très sollicitées, on ne pouvait pas interrompre la semelle supérieure. Donc, les oreilles qui sont ici sont bien raboutées sur la semelle supérieure. Pour ne pas avoir rabouté du 140 mm, on a fait usiner au contact ces tôles et on a mis les soudures pour la composante horizontale, évidemment. C'était fait.
On a également vérifié, puisque ces nœuds, on n'a pas de stabilisation transversale arrivée par la dame, puisque dans un diamant, on a laissé du jeu sur toute la poutre. Donc la seule stabilisation transversale, ce sont les nœuds, heureusement, sont au niveau de nos poutres transversales. Donc on a un élément central là, qui est plus ou moins maintenu. Et on a fait des études d'éléments finis pour vérifier la stabilité de tous ces nœuds. Voilà à quoi ressemble ces nœuds en face sur entier et ici dans le bâtiment. Je vais vous parler pour terminer du dévérinage. Dans l'opération de dévérinage, consistait à la fin du montage du voile de franchissement et avant de bétonner tous les planchers, à libérer complètement ces structures de franchissement pour pouvoir permettre de continuer à remplir celui-ci, de continuer à construire et de ne pas surcharger trop le tablier 2 qui avait des charges. Donc on voit ici sur chaque palais un système de vérin qui est posé en dessous de chaque montant. Ce vérin est posé en tête de palais sur une poutre métallique, ce qui nous a rassuré que notre autorité arrive au chantier, puisque si on ne contrôlait pas l'effort, ce n'était pas le tablier qui allait lâcher, c'était plutôt la poutre qui allait gentiment se pacifier. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a évidemment imaginé une cinématique théorique avec des charges dans le palais avant de vérinage sur base des séquences de montage qu'on a modélisées. Donc, on a une charge théorique totale de 1250 tonnes pour les deux côtés à dévériner. Et vous voyez ici au-dessus la capacité maximum qui nous a été donnée pour les charges des palais. Donc, les palais ont été dimensionnés par Eiffage et on avait ces capacités-là à respecter pour la palais. Pas surcharger ou la palais ou le tablier de dessous. Donc, on a essayé de trouver une séquence de dévérinage itérative pour, au fur et à mesure où on libère, quand on libère l'effort, par exemple, si je libère l'effort ici, par rapport à la situation précédente, je prends la plus chargée 175 tonnes. Si je veux libérer celle-ci, quand je diminue, évidemment, je vais recharger les palais adjacents et il ne faut pas que je dépasse les valeurs maximum que j'ai à gauche et à droite pour chacune des palais. Donc, on a imaginé une séquence en 14 itérations. Je ne vais pas vous faire les 14 itérations. Voilà, on libère au fur et à mesure jusqu'à arriver à libérer complètement les palais. Sauf que le jour où on arrive pour ce dévérinage, on pèse la structure, donc on met les vérins en charge, on prend les vraies charges et on ne tombe pas du tout sur les charges théoriques que nous on avait dans chacune des palais. La charge totale n'est pas trop mauvaise, on est 10% plus haut, donc on peut imaginer qu'il y a un petit peu d'éléments de chantier, ou on a fait un peu trop haut la structure. Enfin, donc voilà, on est encore rassuré par rapport à ça, on n'a pas trop de charge au global, par contre la distribution ne correspond pas du tout à ça qu'on avait. Donc notre séquence de dévérinage foutue par terre, on peut recommencer. Voilà mon restaurant. C'est vrai que partie nuit, parce que pendant la nuit, on a effectivement repensé une nouvelle séquence de vérinage sur base de la nouvelle pesée qu'on a vue On refait une séquence, on arrive au chantier, et le lendemain au chantier, on a fait tout ça en live avec l'équipe. On a eu beau proposer des choses, ça devait vériner à gauche, à droite, et on allait vérifier à chaque fois qu'on ne dépassait pas les charges maximum des palais pour arriver à des textes. Donc ça s'est très bien passé. Nous, à part on n'a pas suivi la méthode théorique envisagée. Ça va passer pourquoi? Parce qu'on a contrôlé au fur et à mesure les déplacements. Donc ça nous paraît bizarre que c'est bien passé parce qu'on voulait dévériner 21 mm. Au final, on a dévériné 49 mm. Les dépassements transversaux, 6 mm, 7 mm, 6 mm, 7 mm. Donc là, le longitudinal, il colle très bien. Le vertical ne colle pas. En fait, simplement, on n'avait pas compté de notre théorique les jeux dans les axes. Nos gros axes, là, ils ont des jeux de 2 mm. 2 mm au-dessus, en dessous, ça fait 4 mm sur une barre. Si vous raccourcissez la barre de 4 mm et allongez l'étendue, vous allez tout de suite avoir une flèche complémentaire de 20 mm. C'est les éléments qui nous manquaient
Cette flèche-là, oui, en effet, elle n'était pas prise en compte dans la contre-flèche, mais on est sur 20 mm par rapport à 80 mètres de portée, c'est à 4 millième. Ça a une influence ni sur le comportement, ni sur l'autonomie. On a quand même continué, donc là c'était à peu près la fin de notre mission. On a quand même suivi en deux fois, à 6 mois et à 9 mois, on a refait une mesure de la déformée, de la structure, et pas une pesée, en tout cas un estimatif des charges. Et on voit qu'à peu près presque un an après, en ayant toute la charge permanente et 75% de ce qu'on appelle G', les charges permanentes non structurelles, les recharges des planchers, les façades, la toiture, l'arche monumentale en dessous. Donc on a à peu près quasiment tout notre poids propre qui va apparaître. Et bien, on voit une corrélation de 90%. Entre ces deux mesures-là, nous avions estimé qu'on allait, on ne voit pas la légende, mais en fait, en vert, c'est la structure de l'axe E, en bleu, c'est l'axe D. Les traits plats, c'est le théorique, les traits verts, c'est la mesure réelle. Donc, on voit qu'on avait imaginé qu'on allait être plus ou moins à 70, à 80 mm, on était à 90, à 85, 93, et ici on était à 82, on arrive à plus ou moins 70, 70. Donc, on a une bonne corrélation par rapport au dévérinage qui permet de rassurer tout le monde sur la maîtrise du comportement de la structure. Je pense que je vais juste terminer par vous montrer des photos de chantier. Voilà, je me disais qu'on avait monté la structure barre à barre. On va monter à regarder. La structure de franchissement. Je pense que ça va être le soir du dévérinage, je pense que c'est là. Là, on voit qu'on a le contournement provisoire qui est monté. La structure qui est complètement déterminée. Donc, je ne vais pas parler, parce qu'on n'a pas du tout étudié ces réseaux de mains de l'EFA. Une fois que c'était dévériné, notre mission s'est arrêtée. Eux, également, ont continué par le remplissage de l'installation des façades, vous voyez ici. Également l'arche monumentale. L'arche monumentale, tout comme les planchers du R+2 et du R+1, elle est suspendue. Elle est une arche, hein, mais elle a des joints pour ne pas avoir ce fonctionnement en bien, ça sert à rien. Ça sert à rien. Les deux sacs pour décorer et on ne vient pas solliciter du tout en pousser les tables. Il y a un billet de béton, je pense, c'est ça. Un bâtiment terminé. Combien de temps sont Illustré. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, peut-être pour lancer la session de questions. Tu as parlé des charges de vent d'être prises par toute la structure. Comment ont-elles été déterminées? S'il y a eu des essais en soufflerie ou... L'étude principale était la charge des phages, donc ils m'ont transmis les charges. Je ne suis pas sûr que les souffleries. Le bâtiment il a une forme vraiment assez irrégulière. Peut-être qu'on a les souffleries par rapport à l'environnement aux alentours, peut-être, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Lequel sud au nord, où tu as mis les bielles. Le comportement en service de cette partie du bâtiment avec des bielles qui s'inclinent. Donc ici en arrière, donc celui-là. Donc, non, en fait, une fois que la structure est complètement connectée, le point fixe sans longitudinal, le bien uniquement.
Ouais, donc le point fixe sur la partie sud maintient complètement la structure. En fait, avant, il n'y avait pas mis les biens, mais ils avaient mis la plus glissante. Oui, oui. Donc, Mais le bâtiment, c'est un petit peu de travers. Oui, c'est le travers, mais donc on a mis les biens, on a monté le bâtiment vertical, on a retiré dessus avant de faire le dégainage pour la connexion. Donc, normalement, ils sont remis en place sous le charpement. Oui, les variations pendant la vie du bâtiment, c'est fait. Oui, les déplacements qu'on avait, je ne vais pas beaucoup parler des constructeurs en mais on est de l'ordre seulement de 10 mm. Dans les dalles diamants, donc tu as parlé des appuis, les connexions, elles reprennent quel type d'effort? Combien de. Tu n'as pas parlé de quantité, je crois. La valeur de charge. Donc, mes efforts, c'est comme ça. Je n'ai pas les efforts. Je te dis, mais je ne sais pas. Non, ce ne sont pas des gros, ce sont pas des gros efforts. L'effort principal qui est amené par les bracons, finalement, revient directement les bracons. Donc, les bracons, ils sont assez proches des appuis, finalement. Donc, autant dans le comportement initial, quand on devait passer par toutes les palets, c'était compliqué. Et maintenant, je vais juste vous montrer par vos passes ces efforts maintenant. Maintenant, en fait, une fois qu'on a réussi à faire les changements qu'on a fait, le gros effort qui est principalement là-bas va directement venir par ici. Et la dalle diamant, elle est là pour faire une flexion d'ensemble par rapport à cette poutre-là, cette grande poutre ronde qu'on peut appuyer ici et appuyer sur le terrain d'escalier là-bas. L'effort d'enfant principal vient par ici. C'est un découplage. Oui, c'est un découplage. Vient par ici. La dalle diamant, elle transfère des petits déséquilibres. Il n'y a pas beaucoup d'efforts penchants. Elle est là aussi pour stabiliser les membrures ou flancs, par exemple. Ce sont des petits effets. Combien de temps de récupération? Alors, on a commencé en 2017. Ça devait être livré fin 2019. On s'est aperçu des problèmes transversaux à peu près après 6 mois. Tout le début de tablier, là, que j'explique au départ, ça a quand même pris quelques mois. Donc, à l'été 2017, on commence à se rendre compte des problèmes transversaux. Le temps que tout ça se mette en place, qu'on arrive à faire passer la solution, il y a une procédure, sans un arbitrage, une conciliation juridique avec un expert. On arrive à montrer que la conception de base ne tenait pas la route. Tout ça a décalé de 6 mois. Alors, nous, on devait travailler à peu près un an. On a travaillé. Comment se sont comportés les deux bureaux? Kefren était convaincu que sa solution marchait, mais donc ils avaient imaginé, je pense à la va-vite, dans le cahier des charges, là où nous, on a mis des dalles pleines, ils avaient imaginé des renforts métalliques. Ils n'avaient pas découpé, changé le découplage, ils avaient 2 fois trop d'efforts. Le bureau d'études des phages n'arrivait pas à dimensionner le béton, il n'y avait pas moyen de faire passer les contrats de béton. On est arrivé à convaincre l'expert, je pense, par le sérieux de l'étude qu'on a faite là-bas, et également par un mot malheureux du bureau en face qui a dit moi, pour 60 000 €, je ne sais pas faire de miracle. L'étude de projet a coûté 60 000 €. Donc c'était un expert, et finalement, les avocats se sont simplement entendus entre eux. Allez, oui, Patrick. Oui, au début, il a dit qu'on a longitudinalement, pour connecter l'arche avec les bâtiments sud et nord, on pousse sur le bâtiment ou on tire sur le bâtiment. Mais comment est-ce qu'on fait ça en pratique? Parce que, où est-ce qu'on va chercher la réaction d'appui pour aller déformer C'est au début, avant que tu te rendes compte des problèmes transversaux. Voilà, on peut le ici. Voilà. En fait, donc, au niveau de l'appui sud, on considère que c'est le point fixe. Donc là, la membrure, le substrat, elle est connectée. Là, elle est connectée. Ceci va s'allonger. Donc, ici, la membrure, elle a déjà une contreflèche, elle est raccourcie.
pour connecter les deux, ici, on tire sur la pile nord. Donc, le point fixe est ici et on tire ici. Donc, on utilise l'arc comme on rapproche. On utilise toute la pile sud qui est le point fixe pour rapprocher la pile nord. Ah oui, ok. Avec, C'est facilité par les biens. C'est facilité par les deux. oui, mais c'est un Et à contrario, quand on est au-dessus, alors on a fait un côté puis l'autre. Je pense qu'on a d'abord tiré pareil ici. On a d'abord venu tirer, pousser là sur le sud. Et puis là j'ai dit, on devait pousser des centimètres, on n'a pas dû pousser. oui, mais c'est sur le flux qui est de l'arche, alors. Oui, c'est ça. Mais elle doit aller de l'autre côté, non? Et tu pousses à partir. Comme on Ceci, c'est le point fixe. Hein. Donc tout ceci fonctionne en portique, je dirais. À un moment donné, c'était connecté en bas, les deux. Ça, c'est connecté, oui. Ouais, et au-dessus, aucun des deux côtés. En fait, on repousse pour pouvoir réintroduire la barre qui est là. Oui, mais comment tu pousses? Sur quoi tu t'appuies pour pousser tout ce bâtiment? Donc là, on a une barre provisoire avec un vérin. Et le vérin, la barre provisoire, elle va de où à où? Elle va de là, donc elle va de ce point-là. À ce point-là, ok. Donc tu utilises la raideur de ton treillis. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de bureaux d'études qui ne pensent pas aux règles de robustesse, qui disent que si un axe se casse, il ne faut pas que la structure s'écroule. Alors, comment avez-vous appréhendé dans un treillis comme ça le fait qu'un axe puisse se rendre? Non, il n'y a pas eu d'étude de robustesse là-dessus. S'il te plaît. Il n'y a pas eu d'étude de robustesse, la conception était actuelle, donc on a repris l'étude en exé, c'était déjà conçu comme ça. Elle se n'importe quelle base. N'importe quelle, il est même là-bas, il est exact, en effet. Il n'y a pas de robustesse. Il n'y a pas eu de. Non, autant sur les. Nous, on a réalisé sur les moteurs. Pardon, mais parce qu'il a appréhendé cette question-là. Autant sur la pile sud, tu as un siège-barre. Sur la pile nord, il manque un truc de ça. Non, mais la poutre en treillis, par contre. Il y a des études au feu, donc tout ça est stocké. Et puis l'incendie, ça vient, et puis le feu, c'est protégé. Voilà. Sébastien, la non-linéarité des activités. Ceux du franchissement, on veut dire. Donc ceux du tablier existant sont déjà. Ça, ils sont là. Donc là, la non-linéarité du tablier existant, ça, on a fait des configurations en bloc parce que le tablier sont existants, on ne peut faire que ça. Remplacer l'appareil la plus glissant par un néoprène plutôt de mettre une bielle. En fait, ça nous intéressait également de mettre la bielle pour pouvoir avoir une rotation à l'appui de la treillis. Donc, le fait d'avoir ici une rotation et quelque chose qui peut se déplacer transversalement là-bas, ça devient instable. On préfère avoir un point fixe et une bielle que d'avoir un système à déplacement là-dessus. Une dernière question. Une dernière question. Qui était bureau de contrôle? Mais des places. On n'a pas parlé, je ne sais pas de Non, quand même. Il y a eu des questions au début pour justement tout le calcul de l'existant de non-linéarité. C'est Philippe Ostaleri qui était encore là, qui a posé 2-3 questions qui étaient bien senties. Mais une fois qu'on est passé dans la structure complète de franchissement, la personne qui était là m'a quasiment regardé. Et en tout, tu as parlé du nombre 2, tu as dit 5 8, c'est ça? Non, je ne prendrai pas là. Plus que ça. Nous, on demande s'il y a une question rapide. Je propose de clôturer ici.
Pour une fois, notre orateur. Rendez-vous le 13 décembre pour la prochaine conférence qui traitera du viaduc de Cône, sa rénovation. Et je vous invite maintenant au drink. Ça va la peine de fixer la Pour pas faire son métier, hein.